Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Studio Lacan. Nous avons la chance d'accueillir avec nous ce soir Christian Ingrao. Christian Ingrao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, chercheur au CNRS et spécialiste du nazisme, de la violence de guerre. Vous avez fait paraître un certain nombre d'ouvrages. Je vais citer surtout le dernier qui servira finalement de socle à notre discussion de ce soir, puisqu'on a l'intention de parler avec vous surtout de la question de la violence de guerre. Ce livre qui est paru l'année dernière chez Odile Jacob, c'est Le Soleil noir du paroxysme, nazisme, violence de guerre étant présent, et à l'intérieur duquel finalement vous refondez les outils qui sont les vôtres pour essayer de conceptualiser et de solidifier finalement ce qui permet d'approcher l'expérience de l'acteur de l'histoire au plus près, et l'expérience de l'horreur ou l'expérience de ce qui finalement échappe à l'écriture de l'histoire. Essayer de la regarder en face, oui. Voilà, d'essayer de la regarder en face, c'est une expression d'ailleurs sur laquelle nous nous arrêterons assez longuement. Donc sans attendre, nous commençons cette discussion sur la violence de guerre avec notre invité, et puis nous aurons une chronique de Céciliana Ranjo qui ponctuera, cette fois-ci c'est l'actualité de la psychanalyse qui aura lieu finalement en milieu de discussion, et elle portera sur la correspondance entre Freud et Einstein, pourquoi la guerre, qui résonnera bien sûr avec notre thématique de discussion. À tout de suite. Bonjour Christian Ingrao, rebonjour plutôt. Dans votre livre Le Soleil noir du paroxysme, vous parlez d'un rejet dans le lointain de la violence de guerre. Vous l'écrivez en 2021. 2022, on a une guerre, il y a un retour de la guerre qui convoque l'imaginaire de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce retour, à partir aussi de votre travail de recherche et les outils que vous utilisez dans cette recherche? C'est une question un peu immédiate et brutale, parce que effectivement le livre noir du paroxysme a été écrit au moment enfin a été achevé plutôt au moment où commençait la pandémie de la Covid, et n'était pas censé être préparé à cet immense retour de la guerre qu'a été l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Néanmoins, les outils qui sont présentés dans ce livre, je pense, permettent d'avoir un regard sur la façon dont les choses se sont passées. Nous, historiens notamment du XXe siècle, sommes assez... sceptiques sur les relations de cause à effet. Nous avons appris avec la Première Guerre mondiale que plus un événement était important, plus il était difficile à regarder par sa causalité. C'est-à-dire qu'on peut passer un siècle et demi, à essayer de comprendre qui est responsable de la Première Guerre mondiale. Si c'est le cas pour la Première Guerre mondiale, alors
évidemment, c'est pour ça que vous prenez comme outil dans ce livre justement la physique quantique. C'est aussi pour ça qu'on prend la physique quantique dans ce livre, c'est pour ça qu'on propose des outils qui sont des outils plutôt d'anthropologie ou de sociologie, et que nous renonçons aux outils d'histoire politique qui essayent de nous montrer que le point virgule chez Adolf Hitler, ou quelle est la responsabilité de l'Allemagne impériale ou de l'Autriche de François-Joseph finissante dans l'attentat de Sarajevo. Effectivement, nous pensons que le fait d'originer les causes d'un conflit ne sont pas les meilleurs moyens d'entrer dans leur analyse. Et donc, effectivement, quand en février l'année dernière, on a vu apparaître les chars et les convois de l'armée d'invasion russe, on n'a pas commencé par s'intéresser à la causalité. Et les outils qu'on a développés sont des outils qui permettent d'essayer de regarder la façon dont se met en place la violence de guerre. Et une des choses à laquelle nous sommes habitués, nous historiens, c'est l'immédiateté de la violence. C'est-à-dire que nous savons déjà que dès le 5, le 6, le 7 août 1914, les Allemands ont commencé à mettre en place des violences maximales contre les populations civiles belges et françaises au moment de l'invasion de ces deux pays, au moment de la mise en place du plan Schlieffen, et nous n'avons pas été surpris. On a été désolés, certes, mais pas surpris par le fait que excusez-moi, je finis ma phrase. Par le fait que les Russes mettent en place à la fois des opérations aéroportées et en même temps des agressions massives contre les sociétés civiles ukrainiennes. Le fait que vous êtes spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, ou de la violence pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne joue pas dans cette lecture que vous faites dans cette... Mais non, elle ne joue pas. Je ne sais pas ce que vous voulez exactement dire par ça, mais dans tous les cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai commencé à devenir spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale à un moment où j'ai passé mon dernier oral de l'agrégation le 16 juillet 1994. C'est-à-dire le jour où Ratko Mladic a divisé les populations entre les hommes d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre à Srebrenica. C'est-à-dire qu'au moment où on était en train de nous dire on va commencer à participer au Plus Jamais Ça, on va aider le truc, et ben c'était en train de se passer, quoi. Donc évidemment, je ne prétends pas et n'ai jamais prétendu mettre en place la mise en place de savoir positif pour éviter le prochain génocide. C'est juste une illusion, et ce mantra du Never Again est absolument incantatoire. Donc, Mais au-delà de la dimension du Never Again, il y a, au-delà même, et il n'y a pas de question de causalité qui vaille d'une certaine façon, même si on a appris les plans causes, conséquences, déroulement dans l'histoire classique. Vous, ce qui vous a fait justement écrire votre livre, c'est le sentiment, vous disiez, d'un sentiment de l'infinité océanique dans lequel vous étiez plongé. Je crois que c'est ça l'expression que vous utilisez. Oui, alors l'expression que j'utilisais qui était le Uferlosigkeitsgefühl, c'est-à-dire le... Oui, je ne l'ai pas prise en allemand. Ce sentiment n'était lié qu'à la rédaction. C'est-à-dire que quand je me suis lancé dans la rédaction, je me suis lancé dans la flotte, et puis au bout d'un moment, il fallait nager jusqu'au bout sans savoir où on en était. Mais ce que j'essayais de dire dans ce livre, c'est que non seulement les sociétés occidentales ont échoué à empêcher les prochaines violences de masse. On a regardé en se lavant les pognes ce qui se passait à Srebrenica, regardé en se lavant les pognes ce qui était en train de passer au Rwanda, et à l'heure actuelle, effectivement, on peut se poser la question, quelle est la participation, quels sont les types de participation que peuvent se permettre nos sociétés. Voilà. J'en dis pas plus que ça. Sur cette question du sentiment d'océanité, c'était un sentiment qui était lié à la rédaction du livre. C'est pas quelque chose qui vous prend parfois face à vos objets, face à l'immensité de la documentation? Je me sens découragé, si vous voulez, mais pas plus que n'importe quel citoyen. C'est-à-dire que je m'aperçois que, tout ce dont on m'a parlé pendant que j'étais un jeune homme, au lycée, etc., en me disant que
que voilà, les sociétés occidentales allaient mettre en place des stratégies qui empêcheraient le fascisme et le nazisme de revenir, qui empêcheraient la guerre de revenir dans nos horizons d'attente, allait fonctionner. Et puis, mais depuis 1992-93, je sais que c'est une illusion. Voilà, la fonction de l'histoire, finalement, n'est pas celle-là, n'est pas celle du plus jamais ça, et elle ne se confond pas avec une œuvre de mémoire. Ce serait plutôt un travail éthique lié justement à cette éthique du regard. Je ne saurais pas vous dire si c'est de l'éthique. Déborah, vous allez peut-être m'apprendre quelque chose là-dessus. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'histoire, elle est là. L'histoire et l'historien sont là pour au moins regarder les choses. C'est tout. Au moins ne pas scier, au moins regarder en face ce qui est en train de se passer. Oui, vous avez une phrase, c'est celle dont vous me disiez juste avant l'émission qu'elle avait été le moteur de ce livre. Ouais. Nous sommes la cohorte de ceux qui regardent sans scier. Le soleil noir du paroxysme, exactement. Alors, le soleil noir, c'est vrai que cette couleur du noir, vous mettez par ailleurs un vers de René Char, où vous citez René Char, qui fait du noir la couleur de l'impossible vivant et de toutes les incertitudes. Donc, c'est un objet particulier que vous regardez. C'est pas éblouissant comme le soleil noir, mais c'est contempler les ténèbres et un point de fuite. C'est contempler les ténèbres, et il n'en reste pas moins que je pense que c'est difficile de les contempler directement. C'est ça. Donc, voilà, on essaye de au moins rester lucide. Pas plus que ça. C'est-à-dire que... c'est un vouloir savoir. C'est un vouloir savoir. C'est un vouloir savoir, et c'est un vouloir rester conscient quand il y a de l'action. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais le général de Gaulle ou René Char, le capitaine Alexandre. Il n'en reste pas moins qu'au moins on aura regardé en face et on saura ce qui nous arrive. Alors pour revenir d'une façon peut-être un peu plus concrète aux violences mêmes, il y a dans le concept du paroxysme que vous amenez quelque chose qui nous a fait penser à un franchissement ou un travail sur le passage d'un état à un autre ou d'un temps à un autre, par exemple, qui renvoie par exemple à votre travail dans Croire et détruire sur les intellectuels dans la machine de la guerre SAS. D'ailleurs, je vais présenter ce livre, et donc dans lequel vous montrez comment il y a à un moment donné chez les intellectuels, chez des universitaires, il doit y avoir un franchissement pour qu'à un moment donné, il y ait un passage à l'acte. Alors, pour nous, d'abord, ça nous intéresse beaucoup. En plus, nous avons l'idée, c'est-à-dire que Lacan, à un moment donné, dans son enseignement, quand il parle de la jouissance, il parle d'un franchissement qui se fait dans une zone de jouissance, dans une zone d'horreur dans laquelle les passages à l'acte deviennent possibles, et une fois que ce franchissement se fait, il y a un certain emballement. C'est cet emballement qu'on a pensé qui est peut-être équivalent au paroxysme duquel vous parlez. Alors, je trouve très intéressant ce que vous êtes en train de dire. La question est que la séquence que vous êtes en train de développer est une séquence qui est une séquence continue. Le paroxysme est quelque chose qui peut être soit continu, soit ponctuel. Donc, il y a des paroxysmes qui s'atteignent une fois, qui durent quelques secondes et qui après sont révolus. Là où vous avez raison, c'est que quand on regarde les gens sur lesquels moi j'ai travaillé, la plupart du temps, il y a quelque chose de paroxystique qui commence. C'est pas à moi de décider quand, mais au moment où les fusillades deviennent massives et où donc elles atteignent tous les gens des groupes qui sont censés y être constitués. Puis il y a un deuxième pic qui se met en place quand ces fusillades, en plus d'être massives, concernent soit des femmes, soit des enfants, soit les deux. Et donc là, on a un deuxième type de paroxysme. Et puis, on peut avoir un troisième type de paroxysme quand les mêmes groupes décident que ce sera exhaustif, c'est-à-dire qu'on va tuer tout le monde. Donc, vous voyez,
Mais il y a quand même un emballement, que vous décrivez là, un emballement. Il peut y avoir des emballements. Et même, par exemple, vous venez d'en parler, vous parlez par exemple d'un passage de la chasse à l'homme à l'abattage en série. Oui, en effet. Il y a là un franchissement qui se fait. Il y a des franchissements qui se font, mais est-ce que l'emballement, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre, enfin d'être tout à fait en phase avec ce que vous êtes en train de dire, parce que l'emballement, ça peut être quelque chose qui est plutôt quantitatif, c'est-à-dire qu'on passe de 10 victimes par jour à 100 victimes par jour ou à 1000 victimes par jour. Ça peut être ça, votre emballement, ou ça peut être quelque chose de qualitatif, où on passe de 100 victimes hommes adultes à 100 victimes, hommes, adultes, mais c'est surtout le mur de l'inhibition qui tombe. Il n'y a plus d'inhibition. À un certain moment, on a tous en tête en tout cas Guy et moi, le passage où vous décrivez cet homme dont j'ai oublié le nom, peut-être Neumann. Walter Matner. Celui qui décrit que la première fois qu'il a dû tirer. Oui, ça c'est Walter Matner. Il tremblote et puis ensuite les nourrissons volent et il tue à la chaîne, etc. Et bon, c'est le moment où on voit se dénuder effectivement au plus près finalement le truc qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire le consentement au crime. C'est très exactement. Et ce qui est intéressant chez cet homme-là, c'est que précisément, on évacue la question de la progressivité. C'est-à-dire que c'est un fonctionnaire de police viennois. Il arrive en octobre 1941 je ne sais plus où c'est, à Mogilev. Et à ce moment-là, il écrit 2 lettres à sa femme. Une première dans laquelle il lui dit « Attention, je vais le faire ». Et puis la deuxième, il dit « Je l'ai fait ». Et ce qui est intéressant chez lui, c'est 2 choses. C'est 1, il n'y a aucune progressivité. Et puis 2, il nous explique quelles sont à la fois l'expérience psychique et corporelle du meurtre, et y compris du meurtre des enfants. Il n'y a pas de progressivité, mais il y a cette espèce d'habitude. Vous l'évoquez, vous dites... Il le dit au sein même. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'habitude, la plupart du temps, l'habitude, elle prend... 1 semaine, 10 jours, etc. Lui, c'est quelques heures. Au fond, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la dimension de l'emballement, c'est parce que, et c'est là que la physique quantique vous a aidé, c'est que vous insistez beaucoup sur la dimension de la discontinuité. Oui, en effet. Qui vous aide particulièrement. Et qui nous rend libres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tuent pour la première fois en juin ou en juillet 1941, puis dont on saisit l'accoutumance en octobre ou en novembre. Ça met 3 mois ou 4 mois, etc. C'est singulier. Et chez Walter Matner, ça a mis entre 20 minutes et 2 heures. C'est singulier, ça ne peut pas se généraliser. Exactement. Et donc c'est là que la discontinuité a à nouveau tout son poids. Mais c'est vrai que ce témoignage-là, quand on le lit, on est... saisi d'effroi. Oui, mais si ça peut vous consoler, il y a quelqu'un un jour qui lui a lu en face de lui dans une cour de justice. Imaginez sa tronche quand on lui a ressorti ça. Ben non, dites-nous, il n'y a pas de témoignage. Il s'est effondré, si vous voulez, pas plus que ça. Il était accusé d'avoir commis des meurtres, il était en train de les nier, et puis on lui a sorti les lettres à sa femme. D'ailleurs, dans ce passage, je crois qu'il y a une note de traducteur. Et donc, vous dites, ma traductrice édulcore. Le terme est... C'est moi le traducteur à ce moment-là. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas la traductrice, non, mais c'est vous. C'est moi. Et donc, pourquoi vous n'avez pas mis pourquoi vous avez mis en note la traduction la plus forte et finalement... Parce que le terme c'est abknallen. Abknallen, ça veut dire quand tu fais du ball-trap et que tu exploses un pigeon, un pigeon en vol. Et assimiler des enfants, il faut que ça soit des enfants très jeunes pour qu'on puisse qu'on puisse les lancer en l'air comme ça. C'était ça amenait la traduction à les animaliser. Ouais. Et je voulais pas être cet acteur-là. Donc j'ai traduit autrement, je me rappelle plus comment j'ai fait, mais j'ai traduit autrement, et en note de bas de page, j'ai mis que... Vous avez pris comme une distance à l'égard de vous-même en disant le traducteur à l'égard de moi-même, à l'égard du texte de cet homme, et etc. En effet, il y a les mots de cet homme. De ce garçon, et cet homme. La manière dont, en effet, la traduction est tellement violente, mais en même temps, c'est important de garder la violence même. Oui, mais vous savez comme moi, vous savez comme moi qu'on n'apprend rien aux gens en leur mettant des baffes dans la gueule.
Quand tu veux apprendre quelque chose à un enfant ou un adulte, ça ne sert à rien de le saisir. Cette opération que vous faites sur le texte, en fait, ce voile que vous mettez dans le texte, le voile que vous mettez sur ces événements est une opération. C'est une opération sur le discours. Oui, mais je ne pense pas que ce soit un voile. Mettre une mode de bas de page, ça n'est pas un voile, c'est simplement... comment je pourrais... C'est différents niveaux de lecture. C'est mettre une sorte de sursis à la traduction. C'est-à-dire que je trouve un premier terme qui dit déjà les choses. On voit les enfants qui sont... On voit les bébés qui sont en train de voler, etc. Mais... j'évite ce que la balle fait au corps. C'est ça que j'essaye de faire. Oui, mais c'est quand même à l'encontre de ce choix, même le choix qui a été fait pour créer cette brigade. Ils ont choisi des chasseurs. Oui, ils choisissent des chasseurs, en effet. C'est un choix. En effet. Mais leur choix, c'est leur choix. Ils sont nazis. Et le mien, qui suis traducteur, c'est un autre. Vous évitez l'obscénité de... Il y a le regard, il y a regarder en face, et il y a la dimension obscène qui se pose parfois à même la langue. Et donc... c'est possible. J'ai jamais pensé les choses comme vous êtes en train de les dire, Déborah, mais peut-être que c'est ça que j'ai essayé de faire. Dans tous les cas, moi, mon souci premier, c'est au-delà de tout ce qui est en train de se passer et au-delà du trauma, de la jouissance, de la béance, j'ai mis les trois dans l'ordre que je l'ai mis, et c'est conscient. J'essaye d'opposer un regard analytique. Très bien. Je pense que c'est un bon moment pour faire cette petite pause qu'on va faire pour une actualité de la psychanalyse sur un dialogue ou un échange de lettres entre Albert Einstein et Freud, et notamment donc, le texte de Freud, Pourquoi la guerre, avec Cécilia Naranjo qui va nous faire cette actualité. Jingle et on continue. Oui. Bonjour Cécilia Naranjo, alors vous êtes psychiatre et vous allez nous parler donc de l'échange épistolaire entre Einstein et Freud. On vous écoute. En effet, donc si Freud et Einstein s'étaient déjà rencontrés en 1926 à Berlin et entretenaient une correspondance privée, ces deux lettres, quant à elles, sont une commande de la Société des Nations qui tentait, dans le contexte de la montée des conflits de l'Europe de 1932, de prévenir la guerre en sensibilisant l'opinion cultivée au pacifisme. Alors, la question d'Albert Einstein, à savoir, existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre, c'est-à-dire comment la paix, et que Freud interprète en « pourquoi la guerre », résonne d'un espoir que l'homme puisse s'en trouver préservé un jour. Cette question est à la fois politique, sur les conditions d'existence d'un organe qui garantirait la paix internationale, mais elle est aussi thérapeutique, sur la recherche d'une voie psychique qui prémunirait l'homme de ses pulsions haineuses et permettrait de déjouer la fatalité de la guerre de façon définitive. Alors Freud va, lui, se saisir de cette opportunité pour préciser ses idées sur la guerre et sur l'agressivité. En 1932, il a déjà conceptualisé la pulsion de mort, et il n'a pas l'illusion, comme Einstein, que des méthodes éducatives, des méthodes thérapeutiques ou encore des dispositifs de contrainte qui s'appuieraient sur le droit suffiraient à garantir la paix. Et donc, après avoir examiné 5 pistes infructueuses, le droit, donc, la désintrication des pulsions, le refoulement, l'exacerbation des conflits et même l'amour, il propose une réponse par la culture. Alors il écrit « Tout ce qui promeut le développement culturel œuvre du même coup contre la guerre. » Mais cela ne va pas sans difficulté. Parce qu'il en va d'un forçage car
dit-il, l'humanité subit le phénomène du développement de la culture. Il reprend donc ses considérations sur la guerre et sur la mort, qui datent de 1915, donc 17 ans plus tôt, en faisant valoir que celui qui est ainsi obligé de réagir constamment dans le sens de prescriptions qui ne sont pas l'expression de ses penchants pulsionnels, vit psychologiquement au-dessus de ses moyens. Ainsi, seule la civilisation peut empêcher la guerre, et pourtant elle la provoque par le renoncement pulsionnel exorbitant qu'elle impose. Ni à l'intérieur, ni en dehors de la civilisation, la guerre est extime à la civilisation. Alors, quels sont les processus culturels qui, selon Freud, œuvrent contre la guerre? Alors, ce sont des disciplines de vie qui sont transmises par le lien social. Elles ont rapport avec les œuvres d'art en constituant la culture comme telle dans des causalités complexes. Donc, le processus de l'évolution de la culture, dit Freud, se déploie sur l'humanité et ces disciplines aboutissent au renforcement de l'intellect qui domine alors la vie pulsionnelle ainsi qu'à l'intériorisation de la pulsion de mort et de la violence. Mais le texte dit autre chose d'étonnant sur le fondement du pacifisme. Il dit « Nous sommes pacifistes parce que nous devons l'être, pour des raisons organiques ». Alors, la prise dans le langage, chez l'homme, va substituer un rapport instinctuel au monde, un régime pulsionnel, dont le circuit détourné engendre le pacifisme comme effet. Aucun instinct ne s'oppose à la guerre, mais l'engagement dans le processus culturel provoque un déplacement labile des buts pulsionnels et limite les motions pulsionnelles dangereuses. L'opposition à la guerre relève d'une intolérance constitutionnelle, dit Freud, la conséquence de l'accomplissement du traitement culturel de la pulsion de mort. Bon, on est face à quand même une impasse civilisationnelle qui demeure d'actualité. La guerre n'a pas disparu. Alors oui, les modalités de la guerre changent, mais la guerre ne cesse pas. Freud, 3 ans plus tôt, en 1929, a nommé malaise dans la civilisation notre contexte politique, social et culturel. Et la guerre, c'est son point de butée. Nous vivons désormais dans un monde qui est à la fois mondialisé et en pleine implosion, tant géostratégique qu'économique. Les progrès de la science ont remplacé l'autorité paternelle par le chiffre. Les développements des technologies nouvelles permettent un accès dérégulé aux produits de consommation, mais aussi à une guerre une guerre sans les corps combattants, et dont tout le monde peut voir les images en direct. Et ces remaniements-là convergent dans un déchaînement pulsionnel sur la scène du monde. Alors, et donc le psychanalyste peut s'intéresser aux horreurs de la guerre en tant que ces horreurs transposent au niveau du groupe la saloperie, le mot est de Lacan, à laquelle chaque sujet a intimement affaire, pour en saisir quelque chose du réel. On repère bien dans cet échange épistolaire l'éthique freudienne des conséquences, à l'inverse de la belle âme d'Einstein. Oui, alors si on interprète ce que dit Freud comme étant comme la possibilité de résorber la pulsion de mort par la culture, est-ce que ce n'est pas naïf? Alors, d'abord, le Freud de 1932 qui semble croire à la solution culturelle, c'est pas celui qui ressort de l'ensemble de son œuvre. La conceptualisation de la pulsion de mort dans Malaise dans la civilisation a abouti à une incroyance dans les processus de civilisation, où c'est finalement c'est la culture elle-même qui renforce la revendication pulsionnelle et qui travaille à la destruction de l'homme. La pulsion n'est pas éducable, et la guerre est
la civilisation. Mais effectivement, hein, nous sommes en 1932, au moment de la montée du nazisme en Allemagne, et Freud hésite à ce moment-là à publier quelque chose qui pourrait mettre en danger la psychanalyse. Et par ailleurs, il ménage aussi l'opinion cultivée à laquelle est destiné ce texte. Et il ménage aussi Einstein, dont l'amitié est récente. Mais Lacan, quant à lui, va critiquer dans ce texte une approche scientifique, hein, comme il dit, de ce qui touche au réel. Un réel de la guerre en tant que dimension inéliminable du pouvoir moderne. Et que Freud réponde sérieusement à Einstein sur le terrain de la prévention et de ce qui motive les guerres, laisse entendre, selon Lacan, la possibilité d'un savoir universel qui serait applicable à toutes les guerres, la possibilité d'une solution calculable. Or, dit Lacan, là je cite, si la victoire d'une armée sur une autre est imprévisible, c'est parce que du combattant, on ne peut calculer la jouissance. S'il y en a qui jouissent de se faire tuer, ils ont l'avantage. C'est la thèse de la psychanalyse. Hein. Ce qui est déterminant dans une guerre, c'est pas la raison, c'est pas non plus les règles, c'est pas une instance tiers, mais c'est la jouissance. Avec Lacan, il se dessine un nouage entre le réel de la guerre comme impossible à supporter dans la civilisation, sa dimension imaginaire et une logique de discours qui en est sa condition. Alors, pour conclure, Freud et Lacan nous ont transmis le devoir de lire la subjectivité de notre époque et même d'opérer sur son contexte discursif. Si nul ne peut calculer l'issue d'une guerre, hein, et donc en contrepoint finalement de la question rhétorique que pose Freud à la fin de son texte, c'est-à-dire que faire d'autre qu'attendre que les autres deviennent pacifistes, la psychanalyse, sachant l'irréductibilité de la jouissance, en étant dégagée des idéaux, et sans optimisme, et sans pessimisme d'ailleurs, a à répondre d'un engagement dans la parole. Et elle peut s'adresser à une opinion éclairée, expression qui est empruntée à Jacques-Alain Miller, en soutenant le bien-dire contre le déchaînement de la pulsion de mort. Merci Cécilia. Bon, on va reprendre cette discussion après finalement ce texte qui nous plonge au cœur de votre première enquête, puisque la question de la culture, c'est quand même sans doute un des éléments qui vous a animé, c'est-à-dire comment les intellectuels nazis, c'était pas les intellectuels nazis, c'est comment on est un intellectuel ou un universitaire et comment on devient un nazi, voire un criminel. Donc cette question de l'impasse de la culture, elle est au cœur de votre travail. Oui, en effet, la question le présupposé qu'on entend, et pas que chez Freud, hein, qui fait que la culture serait une sorte de barrière ou de protection contre la pulsion de mort est à mon avis une illusion qu'il faut essayer de regarder bien en face. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs d'attraction qui font que la culture et les gens qui y ont accès en plus sont très vraisemblablement bien plus sensibles à la pulsion de mort que plein d'autres gens. Et ça se voit très très vite quand on regarde les enquêtes qui sont menées par les sociologues des armées américaines, françaises et même allemandes entre 1914 et 1945. On s'aperçoit que les réponses sont contre-intuitives, c'est-à-dire qu'on se dit que les gens qui ont le plus accès au sens de la guerre, à la rhétorique, etc., seraient ceux qui seraient les plus protégés contre le côté traumatique de l'expérience de guerre. Eh bien, il est faux.
De même, on peut penser que le fait d'être un paysan ou un ouvrier et de faire partie des classes laborieuses pourrait protéger de l'expérience de guerre et de son côté très dirimant, très, très traumatique. Et en fait, ça aussi, c'est faux. Et donc... toute la question du rapport qu'ont les expériences de guerre avec la culture est à repenser. Sans doute en articulant peut-être avec la question du savoir, puisque exactement. Être cultivé et et s'en servir pour se défendre de ne rien savoir, c'est tout à fait possible. Oui, c'est en effet tout à fait possible. Et dans le même temps, il y a des gens qui pensent être en train de se défendre et qui pensent avoir du savoir et qui sont en train de tuer de façon massive. Donc, ces schémas de pensée et d'analyse et c'est ça le problème, sont rétroversibles. Alors justement, en lien avec cette question du savoir, alors ça nous a fait penser à un énoncé de Lacan dans les années 70. Il dit que le suicide est un acte absolu, un acte sans ratage. C'est-à-dire un suicide réussi est un acte qui ne rate pas, mais qu'il implique une absence, un refus total du savoir. Mais je pense que c'est assez juste ce que vous êtes en train de montrer. Moi, quand j'ai fait ce texte, j'étais en lien avec un merveilleux psychanalyste qui s'appelait Roland Beller. Dont vous parlez à plusieurs reprises. Et dont je parle à plusieurs reprises. Et Roland m'a donné une autre entrée dans le suicide. Parce que c'est évidemment un objet que nous, historiens, on est un peu comme des poules devant un couteau, si vous voulez, hein, ou un ouvrier devant une centrale atomique. Hein, c'est un peu le même genre de truc. Un rapport d'étrangeté. C'est ça, ouais. C'est ça. On sait très bien que ça va nous manger, mais on ne sait pas comment ça va faire. Et donc, ce que disait Roland, c'était, dans un suicide, il faut que tu regardes qui tue qui. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte. Et en même temps, ce que vous êtes en train de dire est tout à fait vrai. C'est-à-dire que dans le qui tue qui Göring ou le qui tue qui, je sais pas moi, Globotnik, on voit très bien qu'il y a un Globotnik nazi qui tue le Globotnik physique pour pouvoir rester nazi. Et dans le même temps, il y en a aussi, le Globotnik nazi, il n'a pas du tout envie qu'on lui rappelle que, il y a 2 millions de personnes qui sont mortes à cause de lui, et que un procès serait la répétition complètement litanique de ce qu'il a fait. Et oui, vous avez raison, il y a quelque chose qui est de l'ordre du refus de la conscience et du savoir qui joue dans ce clivage, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du clivage à chaque fois qu'il y a un suicide. Mais dans le cas de Göring, alors, qui tue qui ? Dans le cas de Göring, je pense qu'il y a un Göring militaire qui tue l'autre Göring, le Göring nazi, pour pouvoir rester militaire et pour ne pas être pendu, parce qu'il aurait voulu être fusillé. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a un Göring nazi qui est tué par le Göring militaire en disant tu n'aurais jamais dû accepter un certain nombre de choses et c'est pour ça que tu vas mourir. Presque un Göring qui condamnait l'autre Göring. C'est un peu compliqué, mais vous voyez, c'est entre le militaire et le nazi que ça se joue. C'est le militaire qui tue l'autre Göring, ça c'est sûr. Le militaire qui veut surtout pas qu'on lui passe une corde autour du cou. Et il y arrive. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est la seule chose dont on puisse être à peu près sûr sur le suicide de Göring. Oui, on voit bien que le défi que c'est de faire cette histoire-là de la Deuxième Guerre mondiale à partir d'une étude des bourreaux. Je pense que parce que ce que vous nous dites là, c'est une analyse du bourreau. Oui, du perpetrator. J'aime pas le terme de bourreau parce que les bourreaux tuent. Et ils tuent après qu'on leur ait donné un ordre, après un jugement qui, en allemand, dit rechtskräftig, c'est-à-dire qu'un jugement qui est légitime. Or, ces gens-là, non. D'accord, alors quel est le terme Moi, je dis acteur. En allemand, c'est Täter, c'est la personne qui fait les choses, et en anglais, c'est perpetrator.
perpetrator. Et donc, il n'y a pas de terme français. Mais je dis que c'est délicat parce que ça... Mais vous avez raison de le dire. C'est-à-dire qu'on en parle comme des humains. Lacan disait des nazis, de ceux qui ont créé les chambres à gaz, que ce sont des ennemis du genre humain. Alors, est-ce que les ennemis du genre humain sont toujours des humains? Bah, écoutez, trouvez-moi un seul animal qui soit capable de tuer des enfants, qui mettent en place des pièges aussi élaborés qu'un camp d'extermination, etc. C'est pour faire ce qu'ont fait les nazis, il faut être absolument humain. Finalement, et quand Lacan dit que ce sont des ennemis du genre humain, il est simplement en train de dire que ce sont eux aussi des humains. Que les humains sont leurs propres ennemis. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, justement, considérer les nazis simplement du point de vue de la monstruosité était un point d'impasse. Parce qu'une fois qu'on dit que quelqu'un est un monstre, justement, on échappe à toute la dimension de regarder en face, la dimension ténébreuse qui nous regarde. C'est à la fois très confortable et en même temps, c'est la fin du savoir. C'est quand on dit que ces gens sont des bêtes, et en même temps, les gens qui disent que les nazis sont des bêtes sont les mêmes gens qui disent que les juifs sont des moutons qui ont été à l'abattoir. La métaphore animale est une fin de non-recevoir qui nous empêche de penser, dans les deux cas. Comme la tératologie. Exactement. Et comme la tératologie, exactement. Ça ne fonctionne pas et ça nous empêche de penser, tout simplement. Bon, mais en tout cas, dans votre livre, vous avez construit un certain nombre d'outils particulièrement intéressant et inédit quand même pour l'histoire, c'est-à-dire que des historiens qui travaillent avec la physique quantique, personnellement j'en connaissais pas. Je ne sais pas si vous en connaissez d'ailleurs, puisque vous en citez pas, donc vous êtes un peu pionnier en la matière. Ou martyr. Ou martyr, mais enfin je me suis pas sentie martyrisée à la lecture et c'est particulièrement, je trouve que ce que ça nous montre en tout cas, c'est que pour avancer dans ces zones-là, se rapprocher de la logique, de la question de la contingence, de la discontinuité et de cette dimension d'incalculable et finalement de partir des points d'impasse pour essayer de se frayer une voie en assumant justement ce qui ne pourra pas être attrapé, ça vous sert d'assise solide pour construire un savoir au plus près du réel. Solide, je dirais pas, mais dans tous les cas qui assume sa fragilité. Bon, en tout cas, voilà. Très bien. Oui. Je pense que c'est le bon mot pour nous conduire à la fin de l'émission. Nous vous remercions beaucoup, Christian Ingrao. C'est moi qui vous remercie pour ces questions qui ne m'avaient jamais été posées. Merci. Bon. Et nous disons à nos auditeurs et spectateurs à la semaine prochaine, le samedi à 18h30 pour la prochaine émission de Studio Lacan. Au revoir.